Nous commençons par ce tribunal de l'Ohio, où Dale Williams, 62 ans, qui avait plaidé coupable de meurtre aggravé dans la mort de son ex-petite amie, a été condamné. La famille de sa petite amie est présente, cherchant à obtenir sa propre forme de justice. L'un des fils s'est jeté sur Williams en traversant une table, malgré les tentatives d'intervention des officiers. L'un des hommes a réussi à saisir Williams par les pieds et à le traîner. L'autre fils a également semblé se joindre à la bagarre, mais la situation s'est immédiatement désamorcée lorsqu'un agent a sorti son pistolet taser. Après l'altercation, Williams a été escorté hors de la salle d'audience et sa condamnation a été reportée. Les agresseurs, Anthony Dees, 30 ans, et Jerome Stewart, 23 ans, ont été arrêtés et inculpés d'agression, d'outrage à magistrat et d'entrave à l'exercice de fonctions officielles. En 2022, Taylor Chabusness, accusé d'avoir décapité son partenaire lors d'une rencontre alimentée par la méthamphétamine, a plaidé non coupable pour cause de maladie ou de déficience mentale. Bien qu'elle ait été jugée apte à subir un procès, son avocat a fait part de son intention de procéder à un second examen. Au cours d'un récit glaçant devant le tribunal, Madame Chabusness a décrit avoir étouffé la victime avec une chaîne, avouant avoir pris plaisir à l'acte alors même qu'elle crachait du sang. Cependant, c'est son attaque soudaine contre son avocat pendant la procédure qui a choqué la salle d'audience. En 2022, Taylor Chabusness, âgée de 25 ans, a attiré l'attention du pays lorsque des rapports ont fait surface alléguant qu'elle avait décapité son partenaire au cours d'un rapport sexuel alimenté par des méthamphétamines. La décision de Taylor de plaider non coupable en raison d'une maladie ou d'une déficience mentale a été un moment décisif dans l'affaire. L'année précédente, un médecin désigné par le tribunal avait déterminé que Taylor Chabusness, atteinte de troubles bipolaires depuis la 5e, était apte à être jugée. Malgré cela, son avocat, M. Joly, a fait part de son intention de procéder à un second examen. Selon Law and Crime, les autorités ont découvert la tête de M. Tyrion dans un seau du sous-sol suite à la scène alarmante trouvée par sa mère. Madame Chabusness aurait avoué être devenue folle lors d'un rapport sexuel alimenté par la méthamphétamine, étouffant M. Tyrion avec une chaîne placée autour de son cou. Dans la plainte pénale, Chabusness a admis avoir étouffé la victime alors qu'il était allongé sur le lit, face contre terre, et qu'elle se trouvait au-dessus de lui, tirant sur la chaîne. Elle a décrit avoir attendu qu'il meure en observant son visage. Elle a exprimé un plaisir glaçant, indiquant qu'elle avait continué, malgré le fait qu'il crachait du sang, exprimant même son affection pour cet acte aux inspecteurs. Madame Chabusness a affirmé s'être évanouie lors de l'étouffement, mais a continué à se réveiller pour le trouver en état de décomposition. Elle a également révélé l'emplacement de parties du corps, mettant les agents au défi de les localiser. Elle a indiqué avoir placé la tête de la victime dans un seau au sous-sol, recouverte d'une couverture. Cependant, ce n'est pas sa confession dégoûtante qui fera la une des journaux. Mais ce moment, l'attaque est rapide et chaotique. Les mains de Madame Taylor, bien que retenues, ont réussi à entrer en contact avec M. Joly, qui a été complètement pris au dépourvu. Une lutte brève mais intense s'ensuivit, alors que les officiers de justice se précipitaient pour intervenir, éloignant Taylor de son avocat et rétablissant l'ordre dans la salle d'audience. L'incident a été un rappel brutal de la volatilité qui avait conduit à l'arrestation de Madame Taylor. Ensuite, nous évoquerons ce moment où une odeur de marijuana a envahi une salle d'audience de l'Ohio, poussant un homme à admettre qu'il avait de la marijuana en réserve. Il a alors sorti 2 sacs de cannabis de ses sous-vêtements. Ce jour-là, le tribunal devait entendre une série de délits mineurs, infractions au code de la route, petits litiges, etc. L'atmosphère était routinière, le genre de journée qui ne méritait pas qu'on y réfléchisse à 2 fois. Jusqu'à ce qu'il entre. L'homme, dont le nom sera bientôt gravé dans les annales des salles d'audience, était là pour ce qui aurait dû être une simple comparution. Vêtu d'une tenue banale, il s'est fondu dans le décor. Darius Dabney, 23 ans, a comparu jeudi devant le tribunal du comté de Hamilton pour trouble à l'ordre public. Cependant, la forte odeur de marijuana qui accompagnait Dabney dans la salle d'audience du juge Bernie Bouchard a conduit à un ordre de perquisition immédiat. Les transcriptions révèlent l'échange entre le juge Bouchard et Dabney. Cette salle d'audience dégage une forte odeur de marijuana, a déclaré le juge Bouchard. Alors, qui que ce soit qui la possède, si vous voulez la donner tout de suite, elle sera détruite. Si vous ne le faites pas, nous ferons venir le chien spécialisé dans les stupéfiants et vous passerez beaucoup de temps en prison lorsque nous l'aurons trouvé. Alors, qui a la marijuana? Les documents judiciaires montrent que Dabney s'est alors avancé et a admis « J'ai fumé avant d'arriver ici. Je vais être honnête à ce sujet. Je ne vais pas vous retarder, monsieur Bernie. Je viens de sortir d'une violation de probation pour un sale, juron. Alors j'ai fumé ce matin. » Dans un premier temps, Dabney a nié avoir de la marijuana sur lui, affirmant qu'il avait seulement fumé avant d'arriver au tribunal. Mais le juge l'a réprimandé. « Écoutez-moi bien, monsieur Dabney, prévient le juge Bouchard. Si vous en avez sur vous, ce sera un crime lorsqu'ils vous dépouilleront.
Je vous donne donc une dernière chance de me dire si vous avez de la marijuana non brûlée sur vous. Selon les transcriptions, Dabney a alors sorti 2 sacs de marijuana de son pantalon. Pour une raison ou une autre, beaucoup de gens pensent que la salle d'audience est le meilleur endroit pour fumer leurs joints. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce palais de justice de Tennessee. Spencer Boston, un jeune homme de 20 ans, a semé le trouble dans un tribunal du Tennessee en plaidant pour la légalisation de la marijuana, puis en allumant un joint devant le juge. L'air de la salle d'audience est empreint d'une atmosphère de loi et d'ordre, alors que les affaires sont appelées les unes après les autres. Puis vint le moment où le nom de Spencer Boston résonna dans la salle. Tous les regards se tournent vers lui alors qu'il s'approche du banc pour faire face au juge. L'accusation était une simple possession, mais ce qui suivit fut tout sauf simple. Il a ensuite commencé à provoquer des troubles dans le palais de justice du comté de Wilson, à Lebanon, dans le Tennessee, lundi. Il comparaissait devant le juge Haywood Barry pour une simple possession de marijuana, lorsqu'il a commencé à plaider en faveur de la légalisation de la marijuana, selon le lieutenant Scott Moore, porte-parole du bureau du shérif du comté de Wilson. La vidéo de la salle d'audience a filmé ce moment surprenant. Boston a fouillé dans la poche de sa veste, en a sorti ce qui semblait être un joint et l'a allumé, tirant plusieurs bouffées. La sécurité est rapidement intervenue et a placé Boston en garde à vue. Selon des rapports ultérieurs, il criait « Les gens méritent mieux avant d'être emmenés ». Il a été emprisonné pendant 10 jours pour outrage. Mais le 27 janvier 2010, il s'est excusé par l'intermédiaire de son avocat qui a précisé « Ce n'est pas un coup monté ». Selon son avocat, M. Boston a volontairement pris ses responsabilités, payé son amende et purgé sa peine pour son infraction au code de la route et son outrage au tribunal. Il s'excuse auprès de l'honorable juge Haywood Barry pour sa protestation pacifique et ordonnée dans le tribunal présidé par M. Barry. M. Boston continuera à protester pacifiquement contre les lois injustes relatives à une plante médicinale non mortelle. Selon le rapport de police, M. Boston plaidait en faveur de la légalisation de la marijuana lorsqu'il s'est enflammé au tribunal. Il comparaissait initialement pour un contrôle routier effectué en novembre sur l'Interstate 40 à Lebanon, qui s'est soldé par des citations pour excès de vitesse et simple possession. La prochaine date d'audience de Boston dans le comté de Wilson est le 17 mars, selon les registres de la prison. Nous nous rendons ensuite au palais de justice du comté d'Essex, où s'est déroulé un scandaleux manquement aux règles de la bienséance. C'était en janvier 1920, à une époque où la société était aux prises avec les complexités de la race et de l'identité, et pourtant, au sein même de l'institution censée protéger contre la discrimination, les préjugés ont fait leur apparition. Le président du tribunal s'est débarrassé de son manteau d'impartialité dans un moment qui restera gravé dans les annales de l'infamie judiciaire. Lorsque Madame Alvarez, d'origine hispanique et ancienne présidente de l'association du barreau hispanique du New Jersey, a indiqué qu'elle n'avait reçu aucun relevé de sécurité sociale au cours des 3 dernières années, le juge Convery a décidé de faire une plaisanterie malvenue. L'avocate de la défense n'a pas pris la plaisanterie à la légère. Pour montrer qu'elle était offensée, elle a choisi de se retirer de la salle d'audience. Bien que sa réponse ait été silencieuse, elle n'aurait pas pu être plus éloquente. Bien qu'elle soit finalement revenue et que le juge ait tenté de s'excuser, l'impact de ses paroles n'a pas pu être annulé. En conséquence, Madame Alvarez a déposé une plainte pour faute contre le juge Convery. En mars 2010, le juge a été réprimandé publiquement. La salle d'audience est souvent considérée comme un champ de bataille où s'affrontent les esprits et les prouesses juridiques, mais en juin 24, une salle d'audience de Floride a été le théâtre d'une véritable bagarre, d'une rupture de décorum sans précédent qui a laissé la communauté juridique stupéfaite. Le juge John Murphy, figure de l'autorité et de l'ordre, s'est retrouvé dans un échange verbal houleux et physique choquant avec l'assistant du défenseur public Andrew Weinstock. En juin 2014, un incident important et très peu professionnel s'est produit dans une salle d'audience de Floride, impliquant le juge John Murphy et l'assistant du défenseur public Andrew Weinstock. Le conflit a commencé par un échange verbal dans la salle d'audience, mais a rapidement dégénéré en une altercation physique hors de l'écran. De manière très surprenante, le juge met l'avocat au défi de se battre, ce qu'il accepte. Selon les rapports, dès qu'ils sont entrés dans le couloir, le juge Murphy a saisi Weinstock par le col et a commencé à le frapper, ne laissant aucune place à la discussion ou à la désescalade. Bien que l'altercation physique se soit déroulée hors champ, les bruits de la bagarre étaient indéniables. Les bruits sourds et l'agitation qui ont filtré dans la salle d'audience ont fourni une bande sonore inquiétante à une tournure déjà choquante des événements. Rien qu'à l'écoute, il était clair que le juge Murphy avait maîtrisé Weinstock en faisant preuve d'une agressivité qui n'avait pas sa place dans les couloirs de la justice. Blaise Trettis, l'avocat commis d'office de la 18e cour judiciaire, a décrit l'incident en soulignant la nature soudaine et agressive des actions du juge. Trettis a déclaré « L'avocat a dit que dès qu'il est entré dans le couloir,
Il a été saisi par le col et a commencé à être frappé. Il n'y a eu aucune discussion, aucun entretien, pas même le temps de faire quoi que ce soit. Dès qu'ils sont entrés dans le couloir, l'avocat a été saisi. À la suite de cet incident, le juge Murphy a pris un congé et a présenté des excuses publiques, sans toutefois s'adresser spécifiquement à M. Weinstock. Cet événement a été rapporté par Florida Today et a mis en lumière un manquement préoccupant à la déontologie de la part d'un membre du corps judiciaire. Par ailleurs, un comité de discipline judiciaire avait initialement recommandé que le juge Murphy soit condamné à une amende et suspendu sans salaire. Toutefois, les juges ont finalement rejeté cette suggestion. Dans sa décision, le tribunal a déclaré « La grave inconduite du juge Murphy est devenue un spectacle national et une source d'embarras pour le système judiciaire de Floride. » Le tribunal a également conclu que les actions du juge Murphy étaient si graves qu'il avait effectivement renoncé à son droit de servir dans le système judiciaire en déclarant « Nous concluons que, par sa mauvaise conduite, le juge Murphy a renoncé à son privilège de servir dans notre système judiciaire. » La salle d'audience n'est pas étrangère au drame et au désespoir, mais le cas de Michael Marin a apporté une touche macabre à l'histoire de la justice rendue. Marin, un pyromane condamné, a fait face aux conséquences de ses crimes commis en 2009, d'une manière qui a laissé les spectateurs et même les professionnels du droit les plus expérimentés dans un état de choc. En 22 ans, alors que le jury rendait un verdict qui scellait son destin, Marin s'est lancé dans un tragique et dernier acte de défi. Alors que l'attention de la salle d'audience était fixée sur les formalités du verdict, Marin aurait pris une mesure radicale pour se soustraire à sa peine. Il a ingéré ce qui a été identifié plus tard comme une pilule du suicide, une capsule contenant un poison mortel, le cyanure. Au fil des minutes, la vidéo montre un changement subtil mais significatif dans le comportement de Marin. Bientôt, la transformation est indéniable. Marin se pencha en avant sur sa chaise, manifestation physique de l'apparition insidieuse du poison. À proximité, 2 femmes remarquent sa détresse, leur inquiétude n'étant qu'un prélude aux événements déchirants qui ne tarderont pas à se produire. La salle d'audience, qui est habituellement un lieu de paroles mesurées et de résultats calculés, a sombré dans le chaos. L'état de Marin se détériore rapidement, son corps succombant aux effets toxiques du cyanure. La prise de conscience que quelque chose ne va pas du tout se répand dans la pièce, transformant l'espace en une zone de triage improvisée. Les efforts pour sauver Marin ont été frénétiques et immédiats. Il a été évacué de la salle d'audience sur une civière, ce qui contraste fortement avec la solennité habituelle des procédures de cette nature. Malgré la rapidité de l'intervention, la triste réalité était que Marin était irrécupérable. Il a été déclaré mort avant que le personnel médical ne puisse inverser les effets du poison. Dans la chaleur étouffante du mois d'août 27, la solennité d'une salle d'audience du comté de Clark, dans le Nevada, a été brisée par un incident déchirant qui allait bientôt capter l'attention de la nation. Monica Contreras, une jeune mère, s'était présentée au tribunal pour une procédure de divorce de routine, mais ce qui s'est passé a donné lieu à une vidéo virale, suscitant l'indignation et l'incrédulité. Madame Contreras s'est retrouvée dans un scénario cauchemardesque lorsqu'elle a dénoncé une agression sexuelle commise par le maréchal des logis Ron Fox. L'agression se serait produite au cours d'une fouille de routine, à l'abri des regards de la salle d'audience. Mais lorsque Contreras a courageusement révélé l'incident, s'attendant à ce que justice soit faite, elle a été confrontée à une réponse aussi choquante qu'injuste. La vidéo, qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur l'Internet, n'a pas seulement capturé l'accès de détresse compréhensible de Contreras, elle a mis à nu un système qui semblait se retourner contre l'un des siens. Par une ironie cruelle, Contreras a été arrêtée par l'homme même qu'elle accusait d'avoir porté atteinte à sa dignité. Les accusations portées contre elle étaient sans fondement, et la scène qui s'est déroulée était d'une absurdité kafkaïenne. La juge Patricia Donninger a ajouté à la nature surréaliste de l'événement. Plutôt que de répondre aux graves allégations de Contreras, elle a semblé désengagée, plus concentrée à jouer avec sa jeune fille qu'à s'intéresser au drame qui se déroulait. À un moment donné, la femme se rétracte et passe la nuit en prison. Mais les officiers de police voulaient aller plus loin en la faisant enregistrer. Mais elle a su qu'elle devait être plus intelligente que cela. Contreras reproche ensuite au maître d'audience d'avoir ignoré ses demandes. Le tollé suscité par la diffusion de la vidéo a été immédiat et intense. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête et les preuves qu'elles ont découvertes étaient accablantes. Elles ont suffi à démettre Ron Fox de ses fonctions, mettant ainsi fin à sa carrière d'huissier de justice. Mais les répercussions ne se sont pas arrêtées là. La juge Donninger a elle aussi dû faire face aux conséquences de son inaction. Elle a perdu son emploi par la suite, ce qui nous rappelle brutalement que la justice, même si elle est parfois retardée, exige que des comptes soient rendus à tous les niveaux. Ensuite, nous nous rendons au palais de justice pour la condamnation de Harvey Wince, accusé d'avoir torturé un jeune garçon. Harvey Wince est accusé d'avoir torturé un enfant de 3 ans, un innocent,
dont la confiance a été trahie par des brûlures sur 18% de son petit corps. La gravité du crime n'a d'égal que la sévérité de la peine, puisque Wince risque de passer jusqu'à 65 ans derrière les barreaux. Lorsque le juge prononce la sentence, la réalité d'une vie passée principalement en prison frappe Wince avec une force écrasante. La salle d'audience, un espace qui a connu sa part de tristesse et de regret, est soudain inondée d'un torrent d'émotions. Wince, submergé par le poids de son destin, perd le contrôle, son emportement étant une réaction viscérale à l'énormité de la sentence. Mais Wince n'a pas été le seul à être submergé par ce moment. Les amis et la famille, qui s'étaient rassemblés en signe de soutien, ont été emportés par la vague de désespoir. Le chagrin collectif est évident, l'air est chargé de pleurs et de cris d'incrédulité. L'angoisse était à son comble, les proches étant confrontés à la dure réalité de l'avenir de Wince. Au milieu du chaos, un pasteur tente de ramener le calme dans la tempête. Ses efforts, bien que valeureux, n'ont pas suffi à calmer le flot d'émotions qui s'était emparé de la salle d'audience. La vidéo de l'incident a capturé un moment d'humanité brute, un instantané de la douleur que le système de justice pénale peut parfois causer à toutes les personnes impliquées. Il s'agit d'un rappel brutal des effets en cascade de la criminalité, de la façon dont elle touche non seulement les victimes, mais aussi les familles de ceux qui sont accusés. La condamnation de Harvey Wince est devenue l'un des débats judiciaires les plus explosifs jamais enregistrés, témoignant du pouvoir de la loi non seulement de punir, mais aussi de provoquer une remise en question profonde et souvent douloureuse chez ceux qu'elle cherche à juger. En juin 2007, le sort de Dexter Johnson, 19 ans, est scellé. Condamné pour meurtre avec d'autres auteurs, Johnson attend sa sentence sous les yeux du monde entier. Lorsque le juge a lu la sentence à haute voix, les mots « condamnation à mort » ont résonné dans la salle d'audience, une déclaration sombre qui marquait la fin d'un chapitre et le début d'un autre, bien plus sombre. La réaction a été immédiate et viscérale. La famille de Johnson, présente dans la salle d'audience pour le soutenir, a été submergée par le chagrin. Leurs cris et leurs pleurs ont envahi la salle, constituant une bande sonore obsédante à un moment de perte profonde. La tension émotionnelle s'est avérée trop forte pour l'un des membres de la famille, qui s'est effondré et a dû appeler d'urgence une ambulance. Mais c'est la réponse de Johnson qui a souligné la nature violente des crimes pour lesquels il était puni. Alors que la réalité de sa condamnation s'impose à lui, il s'emporte, ses actes reflétant la violence qui l'a amené là. Les chaises volaient, devenant des armes de frustration, alors qu'il déversait sa rage contre la réalité inflexible de sa situation. Il a fallu une armée d'officiers pour le maîtriser, leur intervention rapide contrastant fortement avec le chaos provoqué par Johnson. La salle d'audience, où règnent habituellement l'ordre et la procédure, a sombré dans un état de pandémonium. L'incident n'était pas seulement une manifestation d'émotions brutes, mais aussi une manifestation physique de l'agitation que le système de justice pénale peut parfois engendrer. Les images de la crise de Johnson et des efforts déployés par la suite pour rétablir l'ordre ont capturé un moment aussi troublant qu'inoubliable. La condamnation de Dexter Johnson a été un rappel brutal de l'élément humain qui se trouve au cœur de la procédure judiciaire. Ce moment a mis en lumière l'impact des peines les plus sévères de la loi, non seulement sur les accusés, mais aussi sur les familles qui doivent faire face aux conséquences des actes de leurs proches. La salle d'audience est un lieu où les émotions sont souvent à fleur de peau. Mais en juillet 2008, elle a été le théâtre d'un débordement si extrême qu'il restera dans les mémoires comme l'un des moments les plus dangereux pour le travail de l'histoire des salles d'audience. Michael Gaines se tenait devant le juge et l'officier qui l'avait arrêté, les figures mêmes du système judiciaire qui l'avait amené là. Au fur et à mesure que la procédure se déroulait, le calme de Gaines s'est effrité, laissant place à une tirade si chargée d'injures et de vitriol qu'elle a choqué même les vétérans les plus aguerris de la salle d'audience. Le langage qu'il a utilisé était si offensant qu'il semblait porter atteinte à la dignité même du tribunal. Le bouton blip a d'ailleurs été mis à l'épreuve, l'enregistrement du tribunal ayant du mal à suivre le barrage verbal incessant de Gaines. L'intensité des mots de Gaines n'a d'égal que l'intensité des émotions qui les sous-tendent. Son emportement n'était pas seulement un flot de jurons, c'était une libération débridée de la frustration, de la colère et du défi. La salle d'audience, qui est généralement un espace de discours contrôlé et d'argumentation juridique, s'est momentanément transformée en un champ de bataille d'expression brute. Michael Gaines a ensuite été condamné à 13 ans de prison pour s'être emporté et avoir agressé un policier. Dans une salle d'audience de Cleveland, une scène de douleur et de fureur inimaginable s'est déroulée alors que Van Terry, le père d'une jeune femme brutalement assassinée par le tueur en série Michael Madison, faisait face à l'homme qui avait déchiré son monde. Les familles d'Angela Deskins, de Shetisha Shiley et de Shirelda Terry ont subi une charge émotionnelle incommensurable. Chaque famille a été privée d'un membre bien-aimé,
Leurs vies ont été marquées à jamais par les actes odieux de Michael Madison. La salle d'audience, qui est souvent un lieu d'ordre et de justice, est devenue un creuset de chagrin lorsque les familles ont fait face à l'homme responsable de leur angoisse. Van Terry, dont la fille Shirelda a vu sa vie tragiquement écourtée, fait partie des personnes au cœur brisé. Shirelda, qui n'avait que 18 ans, avait tout l'avenir devant elle, un avenir qui lui a été volé par les actes cruels de Madison. Van Terry, comme tout père, avait des rêves pour sa fille, des rêves qui ne seront jamais réalisés. La douleur de cette perte était un compagnon constant, une ombre à laquelle il n'y avait pas d'échappatoire. Au fur et à mesure que le procès avançait, les familles ont été confrontées aux détails horribles des crimes. Elles ont écouté les témoignages poignants et vu les preuves troublantes, chaque élément rappelant brutalement les violences subies par leurs proches. La procédure a été une épreuve épuisante, qui les a obligés à revivre le cauchemar de leur perte chaque jour qui passait. Van Terry, en particulier, a supporté son chagrin avec une dignité tranquille. Pourtant, sous son apparence calme, se cachait un maelstrom de chagrin et de rage. Il avait assisté au procès et entendu comment sa fille, ainsi que les autres victimes, avaient été traitées avec un tel mépris par Madison. La tension émotionnelle était évidente. La phase de détermination de la peine a conféré une nouvelle intensité à la procédure. C'était l'occasion pour les familles de parler, d'exprimer leur douleur et de confronter l'homme qui l'avait infligé. Van Terry a saisi cette occasion, s'approchant du podium le cœur lourd. Il était là pour parler de l'impact de la perte de sa fille, pour honorer sa mémoire et pour tenter de tourner la page. En ce moment, je suppose que nous sommes censés, dans nos cœurs, pardonner à ce clown qui a touché nos familles, qui a pris mon enfant, a déclaré M. Van Terry, dont les paroles ont résonné dans la salle d'audience. C'était un moment fort, qui reflétait le conflit ressenti par de nombreuses personnes en deuil. L'attente du pardon opposée à la douleur brute et brûlante de la perte. Alors que Van Terry parlait, il s'est arrêté et s'est tourné vers Madison. C'est peut-être la vue du tueur, assis derrière la table de la défense, qui a été trop dur à supporter pour le cœur brisé d'un père. À cet instant, le barrage de sa retenue s'est rompu. Après que tout le monde se soit calmé, Michael Madison a été condamné à mort. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes sur votre écran.